Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Podcast spécialement important et nécessaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de la situation en Palestine, de ce conflit-là israélo-palestinien entre l'État israélien et le Hamas. Et surtout, en fait, encore une fois, on a fait plusieurs épisodes, en fait 2 épisodes sur ce conflit-là pour essayer de le comprendre. On trouvait nécessaire d'en faire encore un autre. Au moment d'enregistrer le podcast, on est quelques jours après les attaques là, israéliennes qu'il y a eu à Rafah, qui a fait des morts civiles, une zone qui s'est supposée être une zone sûre, une zone sécure. Donc, on voulait essayer de comprendre cet événement-là et comment il s'inscrit en fait dans l'histoire et dans l'historique de ce conflit-là. Donc, on est reparti du début avec notre invité, Rachad Antonius, qui était professeur maintenant retraité à l'UQAM en sociologie, qui est auteur, qui a écrit des ouvrages sur ce sujet-là, entre autres, qui est vraiment quelqu'un qui a une capacité incroyable de vulgariser puis de nous expliquer simplement ce conflit-là, qui est complexe. En fait, lui-même, avant le tournage, il disait souvent, les gens disent « Ah, c'est complexe le conflit », puis c'est pas complexe. Puis il nous l'a expliqué d'une manière finalement beaucoup plus compréhensible. Et on se rend compte que, finalement... Évidemment, il y a des gens qui souffrent des deux côtés, des victimes des deux côtés de ce conflit-là, mais il y a un peuple qui est opprimé depuis des décennies, voire presque un siècle, finalement. Donc, c'est ce qu'il nous a expliqué aujourd'hui. Quelque chose à rajouter, PH? Ouais, on voulait aussi essayer de comprendre la posture internationale des gouvernements à l'international par rapport à ça. Pourquoi c'est un conflit duquel on parle du bout des lèvres? Pourquoi on n'est pas capable de critiquer clairement Israël, en fait, depuis tout, vous allez comprendre à la suite de notre conversation. Et Rachad nous explique clairement les motivations des partis, nous explique clairement l'historique de ça. Puis, de façon plus personnelle, je trouve que ça devient de plus en plus gênant, le manque de prise de position, le manque de condamnation claire. Puis évidemment que les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre sont à condamner sans virgule et sans nuance. Mais ça commence à être extrêmement gênant de voir nos dirigeants politiques pas être capables de prendre position, pas être capables de sanctionner des crimes horribles, des crimes de guerre. Honnêtement, on va se réveiller du mauvais côté de l'histoire sur celle-là, puis je trouve ça de plus en plus difficile à justifier. Là. Tu sais, c'est rare que je prends une position politique. Ça fait podcast, prends une position claire. Comme celle-là, mais ça n'a juste pas de bon sens, là, honnêtement. Donc, je pense que c'est une conversation extrêmement pertinente, puis j'aime aussi que... j'ai dit Rachad comme si c'était mon grand ami, mais que M. Antonius nous parle, il nous cite des sources israéliennes. Ouais. Donc, très souvent, puis quand il dit « croyez-moi pas, mais croyez les Israéliens », donc il nous cite des sources israéliennes tout le long du podcast. Et c'est pas par hasard, c'est parce qu'il veut mettre l'emphase sur ça pour contre-argumenter sur l'argument de la propagande palestinienne. Donc, bref... il nous rappelait aussi que les Israéliens, c'est pas un bloc monolithique. Exact, tout à fait. Il y a des gens qui s'opposent à cette guerre-là, qui s'opposent au régime de Netanyahou, puis que depuis les tout débuts du mouvement sioniste, là, dont Rachad va nous expliquer en fait en quoi il consiste. Moi, j'ai appris beaucoup, puis je pense que c'est important. Tu sais, on voit des choses passer sur les réseaux sociaux, ça nous indigne. On partage des mots-clics, on partage All Eyes on Rafah, mais est-ce qu'on sait réellement qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ce podcast-là peut aider à avoir une meilleure compréhension du conflit dans son ensemble et de l'histoire derrière ça. Puis, c'est dur de rester insensible après ça, tu sais, puis je pense que on en parle à la fin du podcast, mais si on veut contribuer, tu sais, nous autres, on regarde ça, on se sent impuissant, on est loin de tout ça, c'est d'en parler, c'est de faire pression pour que notre premier ministre au Québec, notre premier ministre au Canada, mette, lui, pression, en fait, sur Israël, parce que, en fait,
selon Rachad, puis on en reparle dans le podcast, mais aussi bien d'en parler maintenant, la seule solution possible vient de sanctions occidentales, vient de pression de nos gouvernements, du gouvernement américain surtout, principalement, mais quand même de l'Occident. Donc, il faut continuer d'en parler, puis il faut agir, il faut être là. Exactement. Fait que, écoutez, sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute. Super, c'est commencé. Merci beaucoup d'être là. Donc, comme on parlait informellement au début, vous avez écrit un texte qui était... ça n'a pas commencé en octobre, le 7 octobre. Mm-hmm. Et vous nous mentionnez avant qu'on commence à tourner que c'est important de reculer dans le temps pour expliquer comment on s'en est rendu là. On a déjà fait une petite introduction. On va en faire une tout à l'heure. Donc, les auditeurs sont au courant du sujet et de qui vous êtes. Donc, je vous lance comme ça. Oui. Pourquoi est-ce que ça n'a pas commencé le 7 octobre? Écoutez, ce qui m'a le plus interpellé et choqué justement le 7 octobre, c'est que tout le monde disait, depuis l'attaque terroriste du 7 octobre, c'était dans les médias, dans les chaînes de télévision, tous les articles de journaux commençaient par cette phrase, et ça a continué pendant des mois, ça. Mais moi, j'ai écrit ce texte un peu après le 7 octobre en disant, attendez, on peut rien comprendre si on pense que tout a commencé le 7 octobre. Alors, pour Israël, c'est très important de faire penser que ça a commencé le 7 octobre. Parce que là, Hamas a l'air d'être sorti, pas de nulle part, ils ont une histoire, mais d'avoir initié toute la violence et d'avoir lancé une action terroriste. Bon. Si on regarde un peu plus l'histoire, on se rend compte que on est dans une guerre de 100 ans. En fait, un peu plus que 100 années. Elle a commencé avec d'abord un rêve qui était le rêve sioniste des Juifs européens, qui se sentaient discriminés à juste titre. Ils étaient vraiment discriminés. Ils subissaient des violences, de la répression. Ça a fini par un génocide. Donc quelque chose de très, très grave. Un génocide probablement un des plus gros de l'histoire, parce qu'il y a eu presque 6 millions de personnes qui ont été tuées. Donc c'est très grave ce qu'ils ont vécu, les Juifs, en Europe. Mais ils ont pensé à résoudre leurs problèmes en disant, écoutez, nous avons d'être protégés, nous avons besoin d'être protégés, nous avons besoin d'un État-nation qui nous représente et qui nous protège, et nous allons l'établir en Palestine. Et c'est là que le problème se pose. Alors, jusqu'en 1922, ceci était un rêve qui a commencé à la fin du XVIIIe siècle, à la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe, mais c'était un rêve. En 1922, ce rêve est devenu réalité. Je vais vous expliquer comment. Mais avant, je veux reparler de ce rêve parce que c'est un rêve qui est tout à fait légitime. Il y avait un peuple, le peuple, les Juifs d'Europe, qui était discriminé, qui dit, nous aussi, on a besoin d'un État. Le problème, c'est qu'ils ont voulu faire cet État sur une terre qui était déjà habitée. Et les institutions juives européennes de l'époque étaient déjà divisées. Une délégation de Juifs est allée pour voir ce projet de faire un État en Palestine, c'était quoi? Et ils ont écrit une réaction un peu sexiste. Aujourd'hui, ça passerait pas, mais à l'époque, ça passait. Ils ont dit, la mariée est très belle, mais elle est déjà mariée à un autre homme. Ce qu'ils voulaient dire, c'est que la terre est belle, on voudrait bien faire un État ici, mais il y a déjà un autre peuple qui l'habite. Alors, c'est un vrai problème. Absolument. Une partie des Juifs européens et des Juifs du monde n'ont pas du tout endossé ce projet sioniste, parce qu'ils savaient qu'il y avait un autre peuple. Ces autres peuples-là, les Palestiniens, ils sont là depuis toujours. Alors, la région, c'était toute sous l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, ça s'appelle ottoman parce que c'est le nom de la dynastie, c'est la Turquie. Okay? La Turquie contrôlait toute la région. Et toute la région était divisée en provinces. Il n'y avait pas de province qui s'appelait Palestine. Il y avait la province de Jérusalem, la province de Akka, la province de Saint-Jean d'Acre, la province... Alors, chaque grande ville, avec son arrière-pays,
était une province. La Syrie n'existait pas, l'Irak n'existait pas, la Jordanie n'existait pas, le Liban n'existait pas. C'était toutes des provinces de l'Empire ottoman. Et les gens de la région s'appelaient les Arabes. Donc il y avait des Arabes de Palestine. La région s'appelait Palestine, mais ce n'était pas un pays. Donc il y avait les Arabes de Palestine, les Arabes de Syrie, de la Grande Syrie, les Arabes de la région du Liban, et ainsi de suite. Bon, là, les gens arrivent avec ce rêve et ils constatent qu'il y a des gens qui habitent là. Puis, ce n'était pas une terre désertique, là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de déserts, c'est une terre aride, mais il y avait des villes, il y avait des cours de justice dans les villes, il y avait des services municipaux, il y avait des écoles, il y avait toute une vie urbaine, il y avait une agriculture développée, il y avait des commerçants qui exportaient des oranges, un peu de dattes, des olives, du savon. On fabriquait du savon à Naplouse, qui s'appelait le savon de Naplouse, savon d'huile d'olive. Tout ça, ça existait. Donc, une terre bien habitée. Bien habitée, avec des zones désertiques, mais bien habitée dans les zones qui étaient habitables. Et la population, à ce moment, était presque à 100% arabophone. Ils parlaient arabe. Il y avait 6% de juifs. Une partie de ces juifs étaient des juifs arabes aussi. Ils étaient arabophones. Il y avait des juifs arabes en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte, en Tunisie. Partout dans les pays arabes, il y avait des juifs qui étaient des juifs de langue arabe, qui habitaient là et qui s'entendaient très bien avec les voisins. Mais cela plus une petite partie de juifs qui venaient pour des raisons religieuses. Ils venaient parce que Jérusalem est un symbole religieux. Donc, cela, il formait 6% de la population. 6%. Et alors, tout le reste, 94%, c'était des Arabes de Palestine. À 80% d'entre eux musulmans, 20% chrétiens, mais arabes. Et les gens ne se désignaient pas l'un l'autre comme « Ah, toi, t'es chrétien, toi, t'es arabe, toi, t'es juif ». Ils disaient non, non, c'était des voisins, puis bon. 100 ans plus tard, c'est une terre israélienne qui se définit par un État juif. Comment c'est arrivé? Alors, le rêve des sionistes a été pris au sérieux par la Grande-Bretagne. Et en 1917, ils ont dit, on va vous aider à faire un État, un foyer national, mais ne touchez pas aux droits religieux et civiques des habitants locaux. Mais on n'a pas parlé des droits politiques. Les droits politiques, c'était juste pour les Juifs. Mais pas pour la grosse majorité. Alors, au moment où la Grande-Bretagne avait fait cette promesse, on va vous aider à faire un État, le 6% était devenu 10%, parce que les Juifs avaient commencé à immigrer. Il y avait déjà commencé parce qu'il y avait le projet. Ouais. Ils ont commencé à immigrer. 5 ans plus tard, 1922, ils étaient rendus 13%. Mais ça signifie que 87% étaient des Arabes. Encore. Et la Grande-Bretagne, à ce moment, obtient un mandat officiel de la Société des Nations qui dit « Vous êtes la puissance mandataire et votre mission principale est d'aider les Juifs à faire un État national. Et si vous voulez consulter pour les habitants locaux, pour, je sais pas moi, faire un réseau électrique, mais c'est pas les Palestiniens que vous consultez, c'est pas les Arabes, c'est uniquement les Juifs européens que vous consultez. Même si à l'époque, ils sont minoritaires, finalement, sur le... C'était 13%. Ouais. Mais c'est inscrit dans le mandat britannique. C'est avec l'Agence juive mondiale qu'il faut consulter pour tout. Et pourquoi cette omission complète de... Alors, c'est ça qui est important à comprendre. C'est qu'il y avait comme deux visions de projets qui convergeaient. Les Juifs, on peut les comprendre, ils étaient en Europe, ils se sentaient discriminés, il y avait déjà des violences, il y avait déjà des pogroms en Russie, en Pologne. Ils disaient, on a besoin d'un endroit sécuritaire. On va aller là. Ça se comprend très bien. Les Britanniques avaient des plans de colonialisme. Ils contrôlaient l'Inde. Ils voulaient assurer que la route de l'Inde vers la Grande-Bretagne reste ouverte. Ils étaient présents en Afghanistan. Ils étaient présents dans toute l'Asie centrale. Le canal de Suez a été pensé et creusé en 1869. Donc, ça commençait à devenir une région très stratégique. Et donc, le projet purement colonial
a coïncidé, a convergé avec le projet national des sionistes. Et donc, le projet national des sionistes s'est complètement intégré au projet colonial des Anglais. Et c'est devenu un seul et même projet. Le projet de faire un État d'Israël qui allait défendre les intérêts de l'Angleterre et qui allait regrouper les Juifs. Et certains des gens qui l'appuyaient en Grande-Bretagne étaient bien contents de voir les Juifs s'en aller parce qu'il y avait beaucoup d'antisémitisme et de racisme contre eux. On disait, qu'ils s'en aillent, qu'ils aillent là-bas. Donc, c'est ça qui a coïncidé. Et là, la Grande-Bretagne s'est mise à travailler très fort pour que ce soit les immigrants juifs européens qui prennent le contrôle de toutes les infrastructures et qui forment le futur État. Et donc, l'immigration juive a commencé à augmenter beaucoup, mais pas suffisamment. En 1947, donc après la Deuxième Guerre mondiale, on se retrouve avec 33% de la population qui est juive, essentiellement des juifs européens. Les juifs arabes étaient restés dans leur pays. Et ils se sentaient arabes, ils se sentaient égyptiens, irakiens. Bon. Donc c'était des Européens qui formaient à peu près 33%. Et la Grande-Bretagne dit, il y a des tensions, les paysans palestiniens n'aiment pas se faire chasser de leur terre parce qu'on avait commencé à chasser les paysans de leur terre pour les donner aux immigrants juifs européens. Et donc ça avait fait des tensions, il y avait une révolte qui a duré 3 ans, une révolte armée. La Grande-Bretagne a maté la révolte armée des Arabes avec l'aide des groupes sionistes. Et là, en 1947, la Grande-Bretagne dit, moi je suis plus capable de gérer ça. S'il vous plaît, l'ONU, occupez-vous de ce problème. Là, l'ONU fait une commission pour examiner ça. Il y a 2 projets qui sont présentés. Un projet présenté par les Arabes palestiniens qui disent, écoutez, on comprend très bien que les Juifs veulent fuir l'Europe, on est prêt à les accueillir. On a accueilli les Arméniens qui fuyaient la Turquie en 1915. Ils sont devenus citoyens syriens, libanais, à Jérusalem, en Égypte. On les a accueillis. Ça s'est bien passé. Hein? Ça s'est bien passé. Très bien passé. Et on est prêt à accueillir les Juifs européens. Dans un État, à la limite même, on peut penser à une confédération. Ils auront une sorte de représentation politique, mais on va garder un seul État. Les Juifs disaient non. Nous, on veut un État pour nous seulement. Juste les Juifs, pas de Palestiniens. Alors, il y a eu beaucoup de tractations à l'ONU et un diplomate canadien, le juge Rand, qui pilotait un peu cette étude préliminaire, s'est arrangé pour que seul le projet de partage de la Palestine en 2 soit discuté à l'Assemblée générale de l'ONU. Et en 1947, l'Assemblée générale de l'ONU dit « c'est trop compliqué à résoudre ce problème, on va diviser le pays en 2. 56%, donc la plus grosse majorité, on le donne aux 33% de Juifs qui sont là. Et la moitié la plus petite, 44%, on la donne à l'écrasante majorité des 2/3 de la population. Et en plus, les immigrants juifs qui se voyaient donner ce nouvel État héritaient de toute la zone côtière, avec les meilleurs terrains, les meilleurs ports vers l'étranger, ainsi de suite. Alors, les Palestiniens disent ça n'a pas de sens. Pourquoi c'est ça qui devient la solution? Quelles sont les forces en action pour comprendre cette chose-là? Deux types de forces. Essentiellement, les Juifs eux-mêmes qui voulaient un État pour eux, et la pensée colonialiste de la Grande-Bretagne. Encore à ce moment-là? Oui, absolument. Et beaucoup de politiciens occidentaux, non seulement partageaient cette pensée, mais ils avaient une vision religieuse, dont le juge Rennes, par exemple, chrétienne, qui disait « il faut hâter le jour où le Messie va revenir et on sait que ça va arriver quand les Juifs vont tous se retrouver en Palestine. Et d'autre part, certains disaient on ne veut pas des Juifs chez nous. Vous savez que quand les Juifs ont voulu fuir l'Holocauste durant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont venus au Canada, on les a rejetés. On a refusé des bateaux qui venaient. Le Canada a refusé des bateaux. Les politiciens disaient on ne veut pas de Juifs ici. Les Américains disaient on ne veut pas de Juifs ici. Ils ont refusé des bateaux. Et alors, donc, il y avait ce racisme envers les Juifs qui disait
qu'ils aillent ailleurs. Ouais. Racisme qui était finalement beaucoup plus large qu'en Allemagne, là, finalement, qui était... Ah non, oui. En Allemagne, le racisme a mené à un génocide. Ouais. Ici, ça n'a pas mené à un génocide, mais il y avait un racisme de « on n'en veut pas Ouais. ». D'accord? Donc, il était plus large, mais aussi moins violent. Ouais. Puis en fait, c'était quoi aussi les relations entre les pays européens et les pays de l'Occident avec les pays arabes? Parce que j'imagine qu'une partie du truc aussi, c'est que l'alliance est plus forte avec l'État d'Israël, avec les Juifs qu'avec les... Absolument. Alors, pour l'ensemble des pays du Proche-Orient, étaient tous sous domination coloniale. Il y avait l'Empire ottoman, donc les Turcs, jusqu'en 1916-17. L'Empire turc a été vaincu, il s'est effondré. Et là, les puissances européennes se sont partagées la région. Ils ont dit, la France, vous allez prendre tel bout, vous allez avoir de l'influence là, l'Angleterre ici, l'Italie a eu un petit bout, l'Allemagne un petit bout, mais c'est surtout la France et l'Angleterre qui se partageaient des zones d'influence parce qu'ils voulaient faire du commerce, avoir les matières premières et être présentes militairement. C'était ça leur intérêt. Alors, c'est tout ça qui a amené les puissances occidentales à préférer une solution de partage de la Palestine en deux avec un État juif et un État arabe. Bon. Mais dès que ça a été annoncé, les milices juives, parce qu'il y avait en Palestine, des juifs qui étaient arrivés comme immigrants, ça faisait 33%, et s'étaient organisés en petits groupes militaires, paramilitaires, pour se défendre, mais aussi pour attaquer. Et ils ont commencé dès le mois de février 1948, avant que l'État d'Israël soit déclaré. L'État d'Israël a été annoncé officiellement par le mouvement sioniste en mai, le 15 mai 1948. Plusieurs mois avant, ils disent on a besoin de faire de l'espace. Et là, ils sont allés dans les grandes villes, Jaffa, Lod, une partie de Jérusalem, Haïfa, et ils ont chassé les Palestiniens manu militari. 250 000 Palestiniens ont été chassés. Ça représentait à l'époque à peu près le cinquième, disons, de la population palestinienne, à peu près, je n'ai pas les chiffres exacts. Donc, ils ont été chassés et se sont réfugiés dans les autres villes arabes. Pourquoi? Parce que comme sous l'Empire ottoman, il n'y avait pas de frontières. On pouvait prendre sa voiture ou le train. On prenait le train du Caire jusqu'à Jérusalem. On pouvait prendre le train du Caire jusqu'à Bagdad, du Caire jusqu'à Beyrouth. Alors, les gens circulaient facilement. Alors, premier réflexe, d'aller dans les pays arabes avoisinants en disant on va attendre que ça se calme puis on va revenir chez nous après. Mais ça, c'est ceux qui ont choisi de partir. La grosse majorité ont été chassés à l'aide de massacres. Un des historiens israéliens qui a documenté tout ça s'appelle Ilan Pappé. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le nettoyage ethnique de la Palestine ». Ce livre est disponible gratuitement en format PDF, en libre accès sur l'Internet, parce que l'éditeur voulait l'interdire après le 7 octobre. Ouais. Il y a eu un tollé. La réaction, finalement, ils ont reculé, puis ils l'ont rendu... je ne sais pas si c'est l'éditeur lui-même ou d'autres personnes. Quelqu'un a décidé. Il est en accès libre sur l'Internet. Et quand on lit ça, Ilan Pappé est un historien très sérieux. Il était prof d'histoire à l'université, je crois, de Tel Aviv ou de Haïfa. Je ne suis plus sûr à quelle université. Mais finalement, les pressions qu'il a eues l'ont forcé à partir. Et c'est une des plus prestigieuses universités anglaises, Exeter, avec un immense centre d'études sur le Proche-Orient qui lui a offert un job. Donc c'est pour dire, c'est pas un deux de pique, là. C'est un historien senior. Et il n'est pas le seul. Je peux vous donner comme ça, de mémoire, 7-8 historiens israéliens. Simha Flapan, Benny Morris, Ilan Pappé, Baruch Kimmerling, et bien d'autres qui ont documenté comment les habitants autochtones de la Palestine, donc les Palestiniens, ont été chassés de leur village. Il y a eu des massacres. Avant l'État du Avant même, fait que dans les mois... Dans les mois pour les chasser, un massacre le plus connu, ça s'appelle Deir Yassin. Deir Yassin est un village, puis un journaliste israélien
Vous allez remarquer que je vais surtout donner des sources israéliennes. Pas parce que les Palestiniens ne font pas du bon travail. Il y a d'excellents historiens palestiniens. Mais je veux dire que même à l'intérieur d'Israël, il y a des gens qui disent « ça se peut pas que ce soit fait en notre nom, on refuse C'est pour ça que je mentionne eux, d'abord. Ouais. Alors, John Kimche, qui était un journaliste, a raconté l'histoire de Deir Yassin. Il dit pourtant, c'est un village qui collaborait le mieux avec les immigrants juifs. Il s'entendait très bien avec eux. Et pourtant, une milice juive armée est venue avant même l'État d'Israël. Ils ont massacré 250 personnes, comme ça. Ils les ont alignés le mur, ils ont descendu. Et puis, ils ont allé dans tous les villages avoisinants en disant « Prenez bien note de ce qui s'est passé à Deir Yassin. Si vous ne quittez pas tout seul, on va vous faire quitter de la même façon. Et tout ça, c'est documenté. Wow. Et c'est documenté par des sources britanniques, israéliennes et arabes. Pendant que ça arrive, en 1948, qu'est-ce qui se passe? Quel est qu'est-ce qui se rend jusqu'au reste du monde? Puis qu'est-ce qui se passe dans le reste du monde? Alors, dans le reste du monde, on voit ce qui se passe. On voit, là, on a accès à tout ça. Einstein, le grand Einstein, écrit dans le New York Times, ce qui se passe, c'est du terrorisme contre les Palestiniens, on ne doit jamais accepter ça. Hannah Arendt, la grande écrivaine, écrit la même chose. Ça se passe, mais en même temps, c'est des voix dissidentes. Les gouvernements disent, c'est pas grave, on va compenser les réfugiés palestiniens, on va s'occuper d'eux. Et quand, en 1948, la guerre éclate, alors pourquoi la guerre a éclaté? Ces 250 000 personnes qui ont été chassées, ils se sont rendus dans les États arabes. Et ils ont dit au gouvernement arabe, mais on est des Arabes comme vous ne faites rien pour nous défendre. Les Arabes n'étaient pas préparés, les gouvernements arabes. Ils ont déclenché une guerre pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Ils ont perdu, Israël a gagné à plate couture tout de suite. Et en gagnant, Israël a occupé encore plus de territoire que ce que l'ONU lui avait donné. À la fin, à l'armistice, donc un cessez-le-feu signé, donc une armistice en 1949, Israël contrôlait 78% du territoire de la Palestine. Contre les 50, c'était combien? On leur avait donné 56. 56. Là, ils en prennent 78. Ouais. Et le monde entier finit par accepter ça, y compris les Palestiniens, et dire, bon, Israël est établi, il nous reste la Cisjordanie et Gaza, c'est 22%. Alors, à l'époque, on ne savait pas trop quoi faire, mais on va venir à ça. Mais juste pour vous dire qu'à ce moment-là, tous les pays arabes étaient sous influence des forces coloniales européennes. Ils n'avaient pas de volonté politique autonome. Mais je reviens sur la réaction des pays occidentaux. Dans le fond, l'inaction devant le non-respect, finalement, des accords qu'il y avait eu. Oui. Est-ce qu'il est politique ou est-ce que ça vient d'une... Il y avait un facteur majeur. Et d'autres facteurs. Facteur majeur, c'est le génocide des Juifs en Allemagne. Ouais, l'Holocauste. L'Holocauste a eu lieu en Allemagne. La France a collaboré avec le régime de Vichy. Puis, vous savez, il y a des gens qui disent « Oh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme le génocide d'Allemagne. » Non. C'était terrible, ce génocide. La police de Vichy, si elle entendait qu'un enfant juif avait été hébergé par une famille catholique française, ils allaient chercher et l'enfant et la famille, et les assassinaient. Ça veut dire qu'il y avait une haine envers les Juifs en tant que Juifs. C'était terrible. Aujourd'hui, en Palestine, il y a quelque chose qu'on peut qualifier d'un génocide, mais ça a beaucoup d'aspects d'un génocide, c'est un massacre à grande échelle. Mais si aujourd'hui, les Palestiniens disaient « Ok, on accepte qu'on a perdu, on va vous laisser le pays au complet et on s'en va », ben la guerre va s'arrêter. Ça veut dire que les Israéliens n'en veulent pas aux Palestiniens par définition. Ils en veulent à la terre. Mais si les Palestiniens résistent, là, on va les tuer. Ouais, c'est ça. Donc, alors, c'est une logique un peu différente. Donc, à l'époque, la culpabilité, finalement, européenne... La culpabilité était terrible. Fait qu'on a fermé les yeux sur ce qui s'est passé. Oui, on a justifié, puis on a dit, écoutez, on va compenser les réfugiés. Ouais. Quand on parlait du problème, on parlait du problème des réfugiés palestiniens. Pas de la nation palestinienne, pas de l'État palestinien, pas de l'entité palestinienne, ni de l'identité. On parlait des réfugiés. On va compenser les réfugiés. Alors, il y avait autre chose aussi. C'est dur de compenser les gens qui se font abattre
On va compenser de différentes façons. L'UNRWA a été fondé. Comme ça, on pourrait y revenir au besoin. Alors, juste pour compléter pour les raisons, il y a eu la culpabilité. Je vous ai dit tantôt que le Canada et les États-Unis refusaient de recevoir les Juifs. L'Europe, tout le monde avait participé à divers degrés au génocide, pas l'Angleterre, mais la France certainement, l'Italie, l'Allemagne. Et donc, il y avait une culpabilité énorme. Mais la plupart des gens qui se retrouvaient en Israël étaient des Européens. Il y avait des similarités avec la culture européenne. C'était des gens qui avaient les mêmes références philosophiques, qui avaient les mêmes références artistiques. Ils avaient les orchestres classiques les meilleurs au monde. Ils avaient des scientifiques qui étaient parmi les meilleurs scientifiques européens. Ils parlaient l'anglais, le français, l'allemand, le polonais. Il y avait beaucoup d'éléments de convergence culturelle. C'est un peuple qui est bien nanti quand même aussi, je crois. Alors, ça dépend. Il y a dans les communautés juives européennes, il y avait beaucoup de pauvreté aussi. Okay. Mais il y a eu aussi beaucoup de richesses qui venaient du Moyen-Âge. Pourquoi? L'Église catholique avait dit aux chrétiens, trafiquez pas avec de l'argent, c'est de l'usure. Donc, tous les grands financiers se trouvaient être juifs. Et c'est eux qui finançaient les gouvernements et les rois. Et donc, il y avait une partie de la communauté juive qui était devenue très riche et qui avait les moyens d'appuyer ce projet et qui avait le moyen de faire pression sur les gouvernements occidentaux. Mais moi, je ne veux pas réduire ça. Ça, c'était un outil. Ce n'était pas une cause principale. La cause, c'était la culpabilité, la convergence culturelle et le projet colonial européen. C'est trois choses. Avoir un allié dans la région, c'est tellement plus sécure que de faire affaire aux barbares d'Arabes. Je dis ça en guillemets parce que j'en suis. Donc, vous voyez, il y avait cette pensée coloniale qui était là. Et donc, c'est tout ça les facteurs qui ont fait. Puis ils ont dit, écoutez, on ne sait pas résoudre le problème autrement. Partageons la terre entre juifs et arabes. Et après qu'il y a eu la guerre, donc ce partage, c'était 1947. Établissement d'Israël 48 et la guerre. Armistice 49, donc 47, 48, 49. Et là, ils disent, en 49, ils disent, il y a plein de réfugiés. Mais ils ont voté une résolution, maintenant que la guerre est finie, qu'on a signé la paix, les réfugiés peuvent retourner chez eux. Israël dit, oui, pas de problème. Mais ils les ont jamais laissés revenir. Jamais. Ils ont dit, vous revenez pas. Ils ont barré les frontières. Ils ont ouvert la nationalité à tous les Juifs du monde. Immédiatement après la guerre, ils ont effacé de la carte 500 villages sur les 1000 villages palestiniens qu'il y avait. Qui a documenté ça? Un professeur juif israélien de l'université hébraïque de Jérusalem, qui était chimiste de profession, Israël Shahak, qui a fondé la Ligue ou l'Association israélienne des droits de l'homme, ou la Ligue israélienne des droits de l'homme, qui a documenté tous ces villages-là. Par la suite, d'autres historiens israéliens sont venus documenter ça. Yuri Davis, Ilan Pape, dont je vous ai parlé. Donc tout ça, c'est documenté. Alors, Israël s'est arrangé à ce que tous les Palestiniens qu'ils pouvaient chasser soient chassés. Ils n'ont pas chassé tout le monde. Il restait une partie. Ceux qui sont restés, ils n'étaient pas trop sûrs quoi faire avec. Donc, ça a été traité comme des citoyens de seconde zone très suspects pendant des années. Mais petit à petit, ils ont fini par leur donner la citoyenneté, des droits. Aujourd'hui, les Palestiniens qui n'ont pas été chassés en 1948 sont des citoyens à part entière en Israël. Il y a des discriminations, mais ils ont beaucoup de droits. Ils peuvent être membres du Parlement, ils peuvent avoir leur propre parti. Il y a des partis palestiniens au Parlement israélien, il y a des partis islamistes au Parlement israélien. Ils ont beaucoup de droits politiques, mais pas les mêmes droits économiques. Les municipalités à majorité arabe ne reçoivent pas les fonds qu'ils méritent. Les écoles à majorité arabe ne reçoivent pas toute l'aide qu'ils méritent. Et il y a des discriminations de ce genre. Puis est-ce qu'ils conservent leur culture ou bien ils sont plutôt assimilés Les deux. Ça veut dire ils ont intégré la surculture israélienne dominante. Tous parlent l'hébreu couramment. Ce sont des citoyens à part entière, mais ils ont gardé leur culture arabe
et la musique et les chansons et leurs traditions et tout. OK. Et par contre, il y a certains droits qui n'ont pas. Par exemple, si un juif montréalais dont les 10 générations précédentes sont traçables en Europe, okay, et aucune trace vers la Palestine, il va en Israël aujourd'hui, il a la citoyenneté immédiatement, et il a toute l'aide du gouvernement. Un citoyen palestinien qui est né à Haïfa, qui a été expulsé, qui veut revenir, il ne peut pas. Il peut seulement s'il prend finalement la citoyenneté canadienne et vient en tant que touriste. Un Palestinien qui a la citoyenneté israélienne, qui se marie à quelqu'un qui n'est pas en Israël, il peut faire venir son épouse, on ne lui donne pas un permis permanent. Théoriquement, oui, on dit oui, tu dois juste remplir ces conditions. J'en connais plusieurs, ça fait 10 ans qu'ils essayent. Ils n'ont pas la citoyenneté. Alors, il y a une discrimination très sévère, mais qui n'est pas toujours écrite explicitement. Qui n'est pas claire. Ben, elle est claire, mais elle n'est pas écrite. Ouais. Elle est officieuse plutôt qu'officielle. Et alors, ce qui s'est passé donc depuis... et puis, c'est ça qui va nous... J'ai fait un très long détour, excusez-moi, mais... Non, mais c'est fascinant. comprendre. Je crois vraiment que c'est super pertinent. Pour le résultat de tout ça, le résumé, c'est que quoi? En 1948, on se retrouve avec Israël qui contrôle 78% de la Palestine, et le monde entier reconnaît que ça, c'est Israël. Fini. Les Palestiniens qui sont dans les 22% restants, c'est Jordanie et Gaza. Mais la tension est toujours là. On n'a pas résolu le problème de fond. Le monde entier continue à dire que ce sont des réfugiés. Ce ne sont pas des Palestiniens, ce sont des réfugiés. En 1967 éclate une nouvelle guerre. On ne va pas aller dans les détails. Et suite à cette guerre, Israël occupe les 22% qui restaient. Occupe la Cisjordanie et Gaza depuis 1967. Mais il y a une énorme différence entre 67 et 49. Après 1949, le monde sortait de la Deuxième Guerre mondiale. Il disait, attendez, ça a été une telle barbarie, là, la Deuxième Guerre mondiale, entre l'Allemagne, la France, les Européens se sont entretués de façon pas possible. Ils ont dit, on aimerait mettre des règles qui vont éviter ce genre de conflit et décourager les pays de faire des guerres. Ils ont adopté 2 principes. Premier principe, c'est que si une puissance occupe un territoire suite à une guerre, elle n'a pas le droit de l'annexer. Et c'est un principe inscrit. Inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la guerre. Donc Israël n'a pas le droit d'annexer la Cisjordanie et Gaza. Deuxième outil, la Convention de Genève. Si une puissance occupe ce territoire et qu'il y a une population civile qui habite là, ben, il y a des règles. La puissance occupante a une responsabilité morale envers cette population. Il doit assurer des services de santé, les écoles, les services municipaux, la sécurité. Et article 49, la puissance occupante n'a pas le droit d'installer sa propre population dans les territoires occupés. C'est sur la base de ces 2 principes-là, qui sont reconnus par le Canada, que la position du Canada est très claire. Le Canada dit, on peut aller sur le site web du gouvernement du Canada et voir les grands principes du processus de paix au Proche-Orient. Le Canada dit, les colonies israéliennes en Cisjordanie sont illégales. Israël occupe militairement la Cisjordanie et Gaza. Elle n'a pas le droit d'annexer Jérusalem. Tout ça, c'est reconnu. Bon. Et donc l'enjeu, pour conclure tout ça, depuis 1967, l'enjeu, c'est d'amener Israël à se retirer de ces territoires-là pour faire la paix. Alors, après 1967, l'ONU continue à dire réfugiés palestiniens, résolution 242, réfugiés palestiniens. Les Palestiniens disent non. Nous, tant qu'on n'est pas traité en tant que peuple, on ne va pas se mettre dans des négociations. Finalement, arrive Oslo en 1993. Avec les accords d'Oslo, les Palestiniens disent, OK, on va reconnaître officiellement Israël.
dans tous les territoires qu'elle a occupés, les 78%, ça va être Israël. On ne va plus jamais les revendiquer. Mais nous, on veut un pays chez nous. Et Oslo a dit, ah oui, reconnaissance mutuelle. Les Palestiniens reconnaissent Israël, Israël reconnaît les Palestiniens. Mais quand on regarde le texte d'Oslo, les Palestiniens, ils reconnaissent Israël sur son territoire. Mais les Israéliens ne reconnaissent pas de territoire palestinien. C'est ça, eux autres, ils n'ont pas signé leur côté. Là. Ils ont signé. Oui, mais je veux dire, ils n'ont pas... le texte, quand tu le lis, ça ne dit pas ça. Ce que le texte dit, c'est nous reconnaissons que l'autorité palestinienne représente les Palestiniens. Ils ne disent pas sur quelle terre. Okay. Et qu'on va essayer de trouver une solution finale dans 5 ans. Ouais. Il n'est pas dit que les colonies doivent s'arrêter. Il n'est pas dit qu'on reconnaît un État palestinien dans les accords d'Oslo. Et donc, dès que les accords sont signés, Israël commence à intensifier sa prise de contrôle des 22% qui restent. Les Palestiniens disent, attendez, l'entente, c'est que vous allez nous foutre la paix pour les 22%, on va avoir un État palestinien, et nous, on va vous garantir, on signe qu'on vous reconnaît, on ne va plus faire d'attaque contre vous, on va vous garantir votre sécurité, les pays arabes vont signer, et vous allez pouvoir vivre en paix. Ouais. Mais laissez-nous les 22% de la Palestine qui restent. Israël dit non. Enfin, ils ne disent pas non officiellement. Ils disent oui, négocions. Et pendant qu'on négocie, on établit de nouvelles colonies. On met de nouveaux colons. On confisque de nouveaux territoires. Et donc, on se retrouve aujourd'hui, 31 ans après Oslo. Aujourd'hui, il y a 5 fois plus de colons dans les territoires occupés qu'au moment de signer Oslo. Donc, Israël contrôle plus de territoires sous l'excuse de la paix que pendant la guerre. Alors, les Palestiniens disent, ça ne marche pas. Et pour implémenter ça, des fois, les Palestiniens protestent. Ils ont protesté, des fois, en jetant des pierres sur des tanks. Première intifada. La réponse a été très violente. Les violences contre les Palestiniens. Et là encore, je vous dirais, ne me croyez pas. Allez voir des organismes israéliens de droits de l'homme. Allez voir l'organisme B'Tselem. Allez voir l'organisme 972 Magazine. Allez voir Israeli Committee Against House Demolitions. Allez voir Alternative Information Center de Jérusalem. Toutes des sources israéliennes. Des sources israéliennes, de juifs israéliens, qui disent, nous avons à cœur la survie et la sécurité d'Israël, mais nous n'allons pas avoir de sécurité si on opprime les Palestiniens. Ils ont fait un compromis majeur. Ils acceptent de nous reconnaître sur les 78% et ils gardent juste les 22%. Donnons-leur ces 22%. Israël dit non, on veut ceci, on veut annexer le bout de Jérusalem et on veut annexer le Jourdain, ainsi de suite. Et pour mettre en œuvre cette politique, il y a des violences extrêmes. Et la réponse du Hamas du 7 octobre est un pâle reflet de ces violences que les Palestiniens ont subies depuis 1967, mais encore plus depuis Oslo, sous prétexte de paix. Puis je reviens à la question, j'ai des questions autour de l'occupation, justement. Quand cette occupation-là a commencé, puis qu'elle ne respectait pas les règles qu'on avait mis en place pour éviter que l'histoire se reproduise, encore une fois, la même question que plus tôt, c'est pourquoi il n'y a pas plus eu d'action à l'international sur... Parce qu'à l'international, on endosse le projet israélien. Alors, quand les Palestiniens venaient voir, par exemple, le gouvernement du Canada, ils disaient, s'il vous plaît, on a besoin de votre appui à l'ONU. L'ONU dit, il y a un processus de paix là. Vous allez perturber le processus de paix. Alors, ne vous plaignez pas. Ils sont allés voir les responsables de la Convention de Genève. On appelle ça les hautes parties contractantes de la Convention de Genève, dont le Canada, pour leur dire, écoutez, venez prendre acte des violations. Le Canada dit, non. Vous allez avoir un effet négatif sur le processus de paix. Le Canada a tout fait pour que la réunion n'ait pas lieu. Et 15 minutes après le début de la réunion des hautes parties contractantes de la 4e Convention de Genève, la réunion a été annulée. Pourquoi? Parce que l'élite politique au Canada appuie le projet colonial israélien. Ils voient le monde comme Israël.
de la même façon. Pourquoi? C'est ça que je comprends pas. Pour un mélange de plusieurs raisons. On a parlé de certaines de celles. La première est la culpabilité par rapport à l'Holocauste, mais c'est pas la seule. La deuxième est la proximité culturelle avec Israël. Encore les mêmes raisons qu'on parlait tout à l'heure. Mais non, il y en a une de plus que je vais ajouter là. Il y en a une ou deux de plus. La troisième, c'est qu'ils sont dans la continuité d'un projet colonial. Ils n'ont pas encore remis en question l'histoire coloniale. Mm-hmm. Mais il y a d'autres nouvelles raisons. Qu'Israël a développé des technologies. Et donc, il y a des collaborations. Il y a une autre raison en plus. Israël a développé un programme de propagande officiel qui s'appelle Hasbara. Vous allez dans les journaux israéliens comme Haaretz, tapez Hasbara, H-A-S-B-A-R-A. Vous allez voir comment les Israéliens eux-mêmes sont critiques de ce programme. Il consiste à s'assurer qu'Israël va mettre tous les moyens qu'il faut en instrumentalisant les communautés juives au Canada, en France, aux États-Unis, pour influencer les politiques. Alors, il y a un comité qui s'appelle AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Tout ça, c'est officiel, là. Vous tapez AIPAC, vous allez voir plein d'informations. American Israel Public Affairs Committee tient un registre de tous les sénateurs aux États-Unis, de tous les représentants et de comment ils votent sur tout ce qui touche Israël. Mm-hmm. S'ils votent d'une façon qui ne convient pas à Israël, campagne de boycottage et de boycott, et on leur coupe les fonds. On ne contribue plus à leur campagne électorale. Et on dit que ce sont des antisémites. On fait peur au monde. S'ils appuient Israël, on leur apporte des fonds, on leur trouve des fonds, on les appuie et ils gagnent les élections. Est-ce que c'est la même chose au Canada? Au Canada, il n'y a pas le AIPAC, mais ça joue un peu dans les mêmes eaux. Quand Jean Chrétien a voulu prendre une politique critique d'Israël il y a quelques années, il y a eu une quantité incroyable de fonds qui sont allés vers le Parti conservateur et on lui a sorti le scandale des commandites. Mm-hmm. Mais ça joue autrement. Ça joue par le fait que beaucoup d'élites politiques et médiatiques des médias, des directeurs d'école, des directeurs d'université ont peur d'être accusés d'être antisémites. L'accusation d'antisémitisme fait peur à plein de gens. Hier, je parlais avec un prof de secondaire. Il me dit, voilà, je voulais aborder telle question, je voulais faire montrer tel documentaire. La direction de l'école dit, non, c'est dangereux, on ne va pas être accusé d'être antisémite. Donc, le discours comme celui que je tiens, qui déconstruit la représentation israélienne, il est combattu. Pas seulement par les Israéliens, mais par le gouvernement, par les médias. Mm-hmm. Et des gens qui sont convaincus. Alors, une des choses qui a aidé, c'est l'épouvantail de l'islamisme et du Hamas comme islamiste et de l'Iran. Bon. Moi, j'ai écrit un livre pour dénoncer l'islamisme. Il est sur le marché, il a très bien été reçu, il a été publié aux presses de l'Université de Montréal. Il s'appelle « Islam et islamisme en Occident, éléments pour un dialogue ». Je n'ai aucune sympathie pour l'islamisme. Bon. Mais avec le Hamas, qui est islamiste, le problème n'est pas l'islamisme. Le problème est que le Hamas milite contre l'occupation. Et c'est pour ça qu'on l'attaque. Mais la peur de l'islamisme est instrumentalisée pour dire, ah, regardez, c'est l'Iran qui est derrière ça. Ah, c'est le djihad qui est derrière ça. Il y a un des propagandistes pour le compte d'Israël très connu qui s'appelle, son nom va me revenir, j'ai un blanc de mémoire, qui a formé un site qui s'appelle Jihad Watch. Et il met le nom de tous les professeurs, les intellectuels, les journalistes qui contestent un tout petit peu le récit officiel israélien. Et il les accuse d'être antisémites. Et là, des étudiants juifs vont sur les campus, les chahutent, demandent leur démission, et ainsi de suite. Mm-hmm. Il y a une propagande incroyable où on instrumentalise les communautés juives d'Amérique du Nord. Mais heureusement, et ça c'est très important à dire, très important, il y a de plus en plus de juifs canadiens, américains, qui commencent à rejeter le sionisme, qui disent
Israël ne parle pas en notre nom. Le sionisme a toujours été contesté au sein des communautés juives sous deux angles. Un angle citoyen, des gens qui disaient, d'un point de vue de droits humains, le projet sioniste prive les Palestiniens de leurs droits, on est contre. D'autres l'ont contesté sous un angle religieux, en disant, notre religion estime que l'état des Juifs ne va avoir lieu que lorsque le Messie va revenir. Et il ne faut pas créer Israël maintenant, c'est contre la religion. Évidemment, c'est des gens très conservateurs, mais je les mentionne parce qu'ils existent. Il y a d'autres Juifs qui sont entre les deux, qui disent, dans le judaïsme, il y a ce projet politique de faire Israël, mais il y a une éthique, il y a des valeurs. L'éthique du judaïsme, si on revient à notre religion du point de vue des valeurs morales, on n'a pas le droit d'opprimer notre peuple. Et il y a beaucoup de Juifs qui se disent, je suis un peu sioniste, j'aime bien l'idée d'un État d'Israël, mais on n'a pas le droit de faire ce qu'on fait. Faisons un compromis avec eux. Ils ont accepté qu'on existe, faisons un compromis. Même un ancien ambassadeur d'Israël au Canada, non, il était prof d'histoire ici, mais il était ambassadeur en France, Elie Bernavi, a écrit un article dans Le Monde il y a quelques semaines qui disait « Il faut reconnaître l'État de Palestine ». Et ça, c'est un Israélien sioniste. Excusez-moi. Un Israélien sioniste qui, d'un point de vue sioniste, dit « Ça n'a pas de sens de faire ce qu'on fait ». Et la seule façon d'assurer notre sécurité en tant que Juifs à long terme, c'est de faire la paix avec les Palestiniens. Et on n'a pas le droit de les opprimer à ce point-là. Donc, il ne faut pas démoniser l'ensemble des Juifs à cause du projet israélien. Il y a beaucoup de Juifs qui sont contre ce projet israélien. Et il y a beaucoup d'Israéliens qui étaient pour le projet parce qu'ils ne réalisaient pas ce à quoi ça menait. Et ils commencent à réaliser. Et aujourd'hui, il y a une sorte de clivage dans la société israélienne. La majorité de la société israélienne est encore du côté de la méthode forte, en disant « écrasons-les tous ». Même Nikki Haley, la représentante américaine, était en Israël la semaine passée. Elle a écrit elle-même, elle a signé sur une bombe « Finish them all », en parlant des Palestiniens. Donc, il y a une tendance qui devient de plus en plus fasciste. Et une tendance qui devient de plus en plus critique, qui dit que ça n'a pas de sens. C'est pas ça qui va garantir notre sécurité. Et ceux qui sont les plus cohérents disent « pas en notre nom, ne faites pas ça en notre nom ». Et qui se définissent comme juifs antisionistes. La propagande, on dirait, est tellement forte parce que je voyais les chiffres justement tout à l'heure en me préparant, puis ça disait que les Israéliens, la plupart, en fait, maintenant, c'est une minorité qui supporte Benjamin Netanyahou comme chef, mais une majorité qui supporte la guerre. Exactement. Quand même, il faut faire la distinction entre Netanyahou comme personnalité publique et la politique d'occupation. Et effectivement, une majorité d'Israéliens ont intériorisé l'idée que les Palestiniens, c'est la menace pour eux. C'est une menace existentielle. Ils ont intériorisé l'idée que la seule façon d'être en sécurité, c'est d'éliminer les Palestiniens. Et donc, ils voient en chaque Palestinien une menace potentielle. J'ai vu des images assez horribles de colons, de jeunes colons, de gens de votre âge, qui détruisent des stocks de nourriture qui devaient aller aux civils palestiniens en étant très fiers, en disant « il faut les faire crever de faim ». C'est ça, c'est comme si... clairement, nous, ce qu'on voit à la télévision, dans nos nouvelles, c'est pas la même chose, là, dans le sens que c'est comme si ces gens-là avaient grandi en se faisant répéter que c'est les ennemis, puis que c'est de la vermine, puis qu'il faut les exterminer. C'est comme si on vivait pas dans le même monde. Mais ces gens-là, on commence à peine à les voir sur nos écrans de télévision. Ils existent depuis 30 ans. Mais les grandes chaînes de télévision minimisent leur impact en Israël pour ne pas, en disant, on ne veut pas nourrir l'antisémitisme. Donc, ils minimisaient. Là, on est obligé de voir qu'ils existent. Mais il y a un truc que les grands médias font. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec les médias, j'ai longuement été interviewé, et j'ai fait une longue étude. J'ai étudié tout ce qui a été dit, mot à mot,
durant le téléjournal de Radio-Canada de 10 heures, durant toute la guerre de Gaza de 2014. J'ai tout transcrit. J'ai étudié ça virgule par virgule. J'ai compté le nombre de fois qu'il parlait de la souffrance des Israéliens, des Palestiniens, ainsi de suite. La conclusion que j'en tire, c'est que la souffrance des Palestiniens, ils en parlent. Plus que la souffrance des Israéliens. Ils parlent aussi de la souffrance des Israéliens. Un peu plus des Palestiniens, mais pas dans les mêmes proportions. Disons que si dans la vraie vie, les Palestiniens étaient tabassés, étaient bombardés 10 fois plus que les Israéliens, dans les médias, on va montrer qu'ils sont bombardés peut-être 2 fois plus. Donc, on minimise, mais on parle d'eux. Mm-hmm. Mais quand on vient à expliquer pourquoi ils souffrent, j'ai comptabilisé ça. À qui on demande d'expliquer? Aux Israéliens. Mm-hmm. On ne va pas voir des experts palestiniens pour leur dire qu'est-ce que vous en pensez. Ils sont biaisés. On va voir des experts israéliens. J'ai intitulé mon texte qui est publié « Images palestiniennes, récits israéliens ». On a pris les images de la souffrance qui sont vraies et on les a expliquées comme Netanyahou les explique. Comment il explique ça, Netanyahou? Il dit « Oui, ils souffrent, mais c'est la faute du Hamas. C'est leur faute à eux. C'est leur faute. S'ils ne veulent pas souffrir, qu'ils s'en aillent. Mm-hmm. » On a vu nos politiciens et des gens des éditoristes disent « Bon, mais qu'ils aillent en Égypte puisqu'ils sont bombardés. » Mais on veut créer la deuxième nettoyage ethnique pour compléter celui de 49. Pourquoi doivent-ils aller en Égypte? Pourquoi on ne laisse pas la nourriture entrer plus tôt? Le choix des mots aussi, tu sais, quand on parle de... Quand c'est un État qu'on soutient, c'est la guerre, puis quand c'est l'autre État, c'est du terrorisme. Là, exact. Alors, ceci dit, le Hamas a fait certaines actions qu'on peut qualifier de terroristes et qui peuvent être considérées comme des crimes. Alors, techniquement, est-ce que c'est des crimes de guerre ou contre l'humanité? Parce que ces définitions dépendent si c'est un État ou pas qui les fait. On s'entend qu'à cette étape-là, c'est des crimes. C'est pas très grave, ouais. Mais la logique de la résistance du Hamas, c'est pas une logique terroriste. Ils font pas d'attentats en Europe, le Hamas. Ils font des attentats en Israël. C'est une logique de résistance. Et dans cette logique de résistance, il y a des dérapages. Ils ont fait des choses qui sont des crimes. Quand, le 7 octobre, ils ne savaient pas qu'il y avait le festival de musique quand ils ont tué plein de gens là. Ils sont arrivés, les vidéos montrent, ils demandaient aux Israéliens comment j'arrive à tel kibbutz. C'est démontré. Toute l'affaire des bébés qui auraient été décapités par le Hamas, Biden a répété ça 2 fois. Il a dit le Hamas a décapité des bébés. L'armée israélienne a dit c'est faux, c'est jamais arrivé. La police israélienne a dit on a fait enquête, c'est jamais arrivé. Biden continue à répéter, il décapite des bébés. Alors, il y a une propagande incroyable. Et ça, c'était donc pour dire, il y a l'aspect terroriste du Hamas. Il y a des actions qui sont terroristes, mais c'est pas son identité. On les exagère. Et par ailleurs, et c'est ça qui est le plus important, les violences faites contre des civils palestiniens par le gouvernement israélien est 10 fois plus intense. Regardez, tout le monde dit 35 morts dans les feux de... 35 morts, il y a eu 35 000 morts. Il y a eu 1000 fois en 7 mois le massacre d'il y a 2 jours. 1000 fois. 35 000 morts. Pas 35 morts. 35 000 morts palestiniens depuis le 7 octobre. Depuis le 7 octobre. En fait, c'est 36 maintenant. C'est autour de 35. Ça, c'est sans compter les gens qui sont ensevelis, qu'on n'a pas trouvés. 35 000, c'est les corps qu'on a comptés. C'est ce qu'on a vu, là. Que le ministère de la Santé, là-bas, a réussi à identifier. Ils ont mis dans des linceuls et les ont enterrés. C'est horrible. Moi, j'ai vu des images d'enfants qui deviennent complètement hystériques de voir leur papa et leur maman brûlés devant eux. On a ciblé des médecins, on a ciblé des travailleurs sociaux, on a ciblé des écoles, on a ciblé des églises chrétiennes. On va dire que ce sont des islamistes. Parce qu'il y a quelques églises chrétiennes en Palestine. Il y a une partie des Palestiniens qui sont chrétiens. Quand on voit tout ça, puis on entend, ou du moins on remet en perspective toute l'histoire, puis on comprend ce qu'on a accès, puis ce qu'on comprend, c'est d'autant plus frustrant quand
nos dirigeants en parlent du bout des lèvres ou critiquent du bout des lèvres Israël. Oui, ils donnent une tape sur les mains et disent n'exagérez pas. Ouais. Mais ils appuient la politique. C'est ce qu'ils font. Et moi, je dis, vous dites quand on écoute ce discours, moi, je dis à vous et à ceux qui nous écoutent, ne me croyez pas. Allez vérifier vous-même dans des sources israéliennes sérieuses. Allez lire le journal israélien Haaretz et des chroniqueurs comme Gideon Levy ou bien Amir Haas. Ce sont des chroniqueurs israéliens. Gideon Levy était le directeur du bureau de Shimon Peres. Je l'ai entendu, on l'a invité à Montréal il y a un bout de temps. Il a dit, moi j'ai grandi comme un good Jewish boy, un bon enfant juif. J'étais sioniste, il était le directeur du bureau de Shimon Peres. Il dit, un jour comme journaliste, j'ai entendu qu'il y avait des choses horribles qui se passaient aux checkpoints israéliens. J'ai pas cru. Il dit, je suis allé. Il dit, ce que j'ai vu était pire que tout ce qu'on m'avait dit. Et là, il a commencé à changer de son fusil d'épaule. Là, il est devenu antisioniste. Lui, là, il vit en Israël. Puis il n'y a pas de problème. Non. Il vit parce qu'il y a une démocratie en Israël pour les Juifs israéliens. Et il y a une liberté de parole, y compris pour les Palestiniens, dans certaines limites. Le droit de parole, il est garanti. On peut critiquer l'État israélien sans se faire... On peut critiquer les députés palestiniens à la Knesset. Ils disent des choses qu'aucun État arabe n'aurait admis de sa propre position dans son Parlement. Donc, il y a une liberté de parole. Mais la politique, non. Il y a des limites au droit. Alors, on met les gens en prison des fois. Moi, j'ai des collègues avec qui je parle là-bas, palestiniens qui sont en prison depuis des années sans accusation des fois. Vous savez qu'on parle beaucoup des otages israéliens en Palestine. Il y a 9 à 10 000 prisonniers civils palestiniens dans les prisons israéliennes, la plupart d'entre eux sans aucun acte d'accusation. Il y en a des centaines qui sont des mineurs. Ils passent des années. Mais ils viennent de Cisjordanie. Ils n'ont pas les mêmes droits. Versus le nombre de prisonniers israéliens. C'est une centaine. Maintenant, c'était 200 au début, c'est rendu une centaine et quelques. Ça a diminué parce qu'il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été libérés. Je n'ai pas le compte exact aujourd'hui. Mais encore une fois, on utilise ça comme argument, mais il y a une disproportion incroyable. Une disproportion incroyable. Alors, quand Mélanie Joly, notre ministre des Affaires étrangères, dit oui pour un cessez-le-feu, à condition que le Hamas libère les otages, ce sont les conditions de Netanyahou, ça. Le Hamas, la seule carte qu'il a pour négocier, c'est les otages. Elle n'a pas dit qu'on mette fin au blocus. Elle n'a pas dit qu'on met un processus de paix en place. Elle n'a pas dit qu'on reconnaisse l'État palestinien. Elle n'a pas dit qu'on libère les 9000 prisonniers civils palestiniens dont une grande partie n'ont aucune accusation contre eux. Aujourd'hui, les colons en Cisjordanie, ils descendent, ils font du vandalisme, ils détruisent, ils tuent dans les villages palestiniens en Cisjordanie avec l'appui de l'armée israélienne qui les protège. C'est une situation horrible et incroyable et qui contredit toute l'image qu'on se donne de notre pays comme une démocratie qui respecte le droit international. Exactement, c'est ça qui me laisse perplexe. Mais c'est pour ça qu'on comprend pourquoi dans tous les campus américains et dans beaucoup de campus canadiens maintenant, les gens, les étudiants, pas les Palestiniens, pas les Arabes, les étudiants en général, ils vont à leur graduation, puis quand ils prennent leur diplôme, ils sortent un drapeau palestinien. Ben, le soulèvement populaire, je veux dire, on le ressent, puis on le voit, puis tu sais, juste dans les derniers jours avec... juste sur les réseaux sociaux, principalement. C'est ça, tu sais, avec ce qui s'est passé dernièrement à Rafah, qui était supposé être une zone sûre, puis finalement, il y a eu des attaques, ben là, tu sais, il y a eu un genre de mouvement sur les réseaux sociaux en soutien, tu sais, puis, ben, en fait, pouvez-vous nous parler de cette situation-là? C'est deux ruptures qu'il n'y a pas une, c'est une rupture, là. Alors, cette rupture dont vous parlez, c'est entre les gouvernements occidentaux et leur société civile. Pas toute leur société civile. Les jeunes,
Vous savez, le mouvement Black Lives Matter, Ouais. il a été un bel exemple à bien des gens. Ouais. On reproduit Black Lives Matter pour la question de la Palestine. Donc ça, c'est cette partie-là de la société civile qui rouspète, mais pas les grands médias. Les journalistes, au niveau individuel, me disent « oui, c'est horrible, mais j'ai pas le droit d'écrire ça ». Donc, il y a une rupture entre les élites politiques et médiatiques d'une part, et la société civile dans les pays occidentaux. C'est juste une parenthèse là-dessus. C'est rare dans l'histoire de l'humanité qu'un soulèvement populaire mené par des jeunes s'est trompé. C'est rare que c'est arrivé. Là. Oui, je ne suis pas sûr que j'appellerais ça soulèvement populaire parce que, quand même, on n'est pas en train de faire des émeutes ni de... Il n'y a pas 500 000 personnes dans la rue. Hein, pas encore. Mais je dirais qu'il y a une protestation populaire très forte, un mouvement de solidarité très fort. J'utiliserai des mots moins forts que soulèvement. Mais je constaterai que Black Lives Matter a été un élément inspirant. Bon. Donc ça, c'est cette première rupture entre les gouvernements de France, de Belgique, du Canada, et les étudiants, les jeunes en général. Bon. Y compris des juifs antisionistes qui sont de plus en plus nombreux, qui viennent à ces événements. J'ai été témoin moi-même d'une personne qui est venue. Il y avait une conférence de la présidente du mouvement de voix juive indépendante. Madame Fabienne présentait, c'est public tout ça, je dévoile rien, parce c'est une juive qui a de la famille en Israël et tout, qui est antisioniste, qui a raconté avec une émotion incroyable comment elle a été élevée comme sioniste en croyant que sa survie dépend d'Israël et comment petit à petit elle a découvert que c'était un mensonge et comment elle est devenue une activiste antisioniste en appui aux droits des Palestiniens et en appui aux droits des citoyens israéliens pour tout le monde. Bon. Et comment une personne de la communauté juive qui était là a été vraiment ébranlée et est venue parler de sa propre expérience et comment elle a fini par, elle aussi, comprendre le nombre de... Même le journal israélien Haaretz, dont je vous ai parlé, a fait état d'une enquête dans les communautés juives du monde entier qui montre comment de plus en plus de juifs qui étaient sionistes sont devenus pro-palestiniens. Et en fait, je veux remettre en question le mot pro-palestinien. Durant le génocide des Juifs en Europe, quelqu'un qui disait « moi j'appuie le droit des Juifs de vivre », est-ce qu'on disait « il est pro-juif » ? Non, on disait « il est anti le génocide ». C'est pas être pro-palestinien de demander qu'ils vivent en dignité, c'est être pro-droits humains. Moi, quand on me classe, on me dit « ah, voilà, il est pro-palestinien ». Non, je dis « je suis pas pro-palestinien, moi je suis pro-droits humains ». Quand il y a des droits humains de Juifs qui sont bafoués, je vais prendre leur défense. Et je prends leur défense. Quand des Juifs ont été expulsés des pays arabes injustement, je dis c'est injuste. Mais ils n'ont pas tous été expulsés injustement, c'est une autre affaire. Mais je dis que c'est injuste. Bon, donc il y a cette rupture. Mais une autre rupture. Et le premier qui en a parlé de façon claire, c'est le politicien français Dominique de Villepin, qui est un grand monsieur, qui a pris des positions très courageuses durant la guerre d'Irak en 2003 et maintenant, où il dit le monde occidental, le petit monde occidental, les pays de l'OTAN, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Australie, les États-Unis, le Canada, ne se rendent pas compte de l'immense gouffre qui est en train de se creuser entre ce monde occidental et l'ensemble du reste du monde. Tous les pays du Sud, l'Occident va payer un prix très élevé pour son appui à la barbarie qui est en train d'avoir lieu. On est en train de dire que le droit international ne compte pas, que la démocratie ne compte pas, qu'on ne croit pas aux droits humains. C'est ça. Après, on va prétendre vouloir faire des guerres au nom de la démocratie. L'Occident est en train de perdre sa crédibilité de façon incroyable. Ce deuxième gouffre est encore plus grave parce que le prix à payer va rester avec nous pendant des années. Puis on dirait que plus ce conflit-là s'envenime, ben, puis plus ça devient gênant de prendre la partie israélienne. Justement, avec les dernières frappes qu'il y a eu, l'attaque qui soi-disant eu une erreur, puis qu'il y a eu à Rafah, justement, où il y a eu des civils qui sont morts dans cette zone qui était supposée être protégée. Là, on dirait
Biden a pris parole, puis on dirait que on marche sur des œufs un peu, on condamne sans trop vouloir se mouiller, mais à un moment donné, est-ce que ça va être rendu indéfendable comme position, puis on n'aura pas le choix de changer notre fusil d'épaule? Je crois que oui. Et je crois que ça va aller pire avant d'aller mieux. Pourquoi? D'abord, ça fait déjà quelques semaines, peut-être quelques mois, que certains officiels américains sont très gênés. Ils disent Israël a exagéré, mais il a le droit de se défendre. Mélanie Joly, elle a dit Israël a exagéré, mais le Hamas est un groupe terroriste. Ouais. Et Israël a le droit de se défendre. Et il y a quelque chose de très simple. Israël est une puissance occupante à Gaza et en Cisjordanie. Si vous êtes en puissance occupante, vous n'êtes pas en position de légitime défense. Vous êtes agresseur. Vous ne pouvez pas être en position de légitime défense. Si moi je rentre dans votre maison pour vous voler et que vous me donnez une baffe et que j'essaie de me défendre, je ne suis pas en position de légitime défense. Je suis en posture d'agression et je veux consolider mon agression. Donc je vais me battre avec vous dans votre maison pour prendre ce qui vous appartient. C'est ça qui est en train d'arriver. Israël ne peut pas être en position de légitime défense. Alors, l'horreur va aller à un tel point qu'à un moment donné, il ne sera plus possible d'appuyer Netanyahou. Moi, je pensais qu'en janvier, on était rendu là. Mais l'hypocrisie, et je vais dire un mot fort, mais la bassesse morale de nos dirigeants politiques est telle qu'ils ont tout laissé passer. Alors, ils se dédouanent en disant « Ah oui, Israël exagère, mais attendez, vous continuez à les appuyer, vous continuez à ne pas reconnaître l'État palestinien, vous continuez à dire qu'Israël est en état de légitime défense. Si vous voulez que ça s'arrête, ça peut s'arrêter demain matin. Il suffit que l'Occident arrête toute cargaison d'armes à Israël, ça s'arrête demain matin. Il suffit que l'Occident dise « Nous condamnons Israël et nous demandons à Israël de se retirer de tous les territoires occupés en 1967, en conformité avec la résolution 242, avec la résolution 338, avec le droit international. » Tout peut s'arrêter. C'est pour ça que je dis que le projet colonial israélien est un projet occidental. C'est pas juste un projet sioniste, c'est un projet occidental. Puis selon vous, le but de l'État israélien, en fait, ça serait en fait d'avoir tout le territoire pour eux, puis finalement que les Palestiniens quittent complètement. À long terme, certains Israéliens rêvent de ça. Certains, pas tous. Beaucoup d'Israéliens qui sont sionistes, qui veulent qu'Israël survive, disent on est content dans nos territoires actuels, mais ils ont tellement intériorisé l'idée que le Hamas c'est le diable, ils disent kill them all. Parce que l'argument ou du moins la justification israélienne de dire qu'il faut absolument éradiquer la Hamas si on veut pouvoir vivre en paix. C'est de la foutaise, excusez-moi, mais parce que même si on éradique tous les membres du Hamas, je veux dire, l'enfant qui grandit, qui a vu ses parents tués, il va recréer le Hamas. Il y a une façon très simple d'éradiquer le Hamas. Retirez-vous, mettez fin à l'occupation. En 1993, au moment des accords d'Oslo, qui ont été une arnaque à long terme finalement, mais tout le monde y croyait, moi j'y croyais, les Palestiniens y croyaient, la popularité du Hamas était tombée à zéro. Ou presque, c'était 1% ou quelque chose comme ça, j'ai oublié. Il n'y avait plus besoin d'un groupe de résistance, il n'y avait pas d'occupation. Ils ont dit, j'ai les images en tête parce que j'étais trop jeune à l'époque, mais moi je suivais les nouvelles. J'ai encore les images de petits enfants israéliens de Gaza qui amenaient des fleurs et qui les mettaient dans les canons des fusils des soldats d'occupation. Ils étaient tellement convaincus que demain c'était la paix. Et là, qu'est-ce qui arrive? Israël augmente ses colonies et augmente sa violence. Des guerres de territoire, ça me dépasse. C'est juste incompréhensible. Pour Israël, c'est pas juste une guerre du territoire. Israël a réussi à convaincre beaucoup de gens, de juifs sionistes, que leur identité était en danger, est attachée à tout le territoire et que leur survie est en danger s'ils ne contrôlent pas tout. C'est le propre d'une pensée fasciste. Qu'il faut tuer l'ennemi, et l'ennemi, c'est pas juste une armée, l'ennemi, c'est l'autre peuple. Il faut tuer tous pour que nous, on survit. Ça marche plus. On n'est plus en 1700, on n'est plus en 1900. C'est une logique coloniale du XVIIe siècle
qu'ils veulent faire revivre aujourd'hui. C'est dur d'imaginer une résolution à ce conflit-là. Tu sais, on essaie d'aller vers une lueur d'espoir, mais de voir comment que ça... Je comprends que, tu sais, ce que vous dites, que si demain matin, l'occupation se termine, le conflit se termine, mais on dirait qu'Israël est loin d'accepter... Israël est loin. Plusieurs chroniqueurs du journal Haaretz ont écrit des textes avec, comme thème, j'ai oublié la formulation, « Sauver Israël de lui-même ». S'il vous plaît, disait aux puissances occidentales, les tendances politiques dominantes, pas juste Netanyahou, ne sont pas en mesure d'amener une solution. Il faut forcer une solution à Israël. Ils ont écrit pour la communauté internationale. Ils écrivent dans le journal Haaretz en anglais. Ouais. Ils écrivent pour Israël aussi. Ils écrivent ça en hébreu aussi. Ça s'adressait... Ils s'adressent aux Israéliens, ils s'adressent aux puissances occidentales. On dit, nous avons besoin que vous nous protégiez contre Netanyahou. Il faut imposer à Israël une solution de retrait des territoires. On n'a pas ouvert le sujet des processus de paix, mais on n'a plus le temps. Mais rapidement, il y a eu des vraies tentatives de paix qui est sur le point d'aboutir. J'ai toutes les cartes israéliennes qu'ils ont présentées à ce moment. Toutes les cartes israéliennes grugeaient 7, 8, 10% du territoire de la Cisjordanie. Donc, ils ne voulaient pas juste les 78% qu'ils ont pris. Ils faisaient la négociation comme si on négocie les 22% et on part à zéro, on va négocier pour les 22%. Les personnes disaient non, les 22% c'est déjà le résultat de la négociation. Vous gardez les 78, on garde les 22. Ils ont dit non. Toutes les cartes veulent encore prendre. Il n'y a pas de solution comme ça. Donc la solution ne va venir que si elle est forcée. Et là, il y a 3 mauvaises solutions. 2 États, c'est mauvais parce que c'est très difficile de les séparer. Un seul État, c'est encore mauvais parce que les Palestiniens disent on s'est battu tout ça pour avoir un État. Puis une confédération, qui est la moins pire des 3, qui dit ok, commençons par 2 entités séparées, puis travaillons pour faire un État unique à long terme. Un État unique où tous les citoyens ont les mêmes droits. Tous ceux qui vivent sur cette terre ont les mêmes droits. Actuellement, les gens qui vivent dans la Palestine historique n'ont pas les mêmes droits. Si vous êtes juif de près de Ramallah, vous avez des droits. Vous êtes non-juif, vous n'avez pas les mêmes droits. Vous avez d'autres droits. Ça ne marche pas. J'avais l'impression que 2 États, c'était la solution convoitée par la majorité, ou non? Oui, mais elle est devenue tellement difficile maintenant parce que Israël a mis tellement de colonies que c'est devenu une omelette. Vous ne pouvez plus séparer le jaune du blanc. Sortir les œufs du gâteau, là, c'est impossible. Je comprends. 2 bonnes métaphores, quand même. Mais mais les gens se sont tellement investis émotivement dans 2 États, il faut commencer par ça. Et ensuite, tout de suite voir que ces 2 États, il doit y avoir tellement d'interactions entre eux qu'il y a à toute fin pratique une confédération. Ouais. Et éventuellement un seul État. Parce que c'est pas réaliste de dessiner la carte puis de juste dire les Palestiniens aller de ce côté-là et les Israéliens, ça fonctionne pas. Et ça, c'est une solution qui va dans le sens du nettoyage ethnique. Ouais. Et il y a des Palestiniens en Israël, il y a des Juifs en Cisjordanie. Qu'est-ce que vous faites? L'idée, c'est de dire non, on est des citoyens, quelle que soit notre religion, et on a les mêmes droits. Mais ça, l'élite politique israélienne n'est pas prête à l'accepter. Donc, il faudra à la fois du temps, des pressions très fortes, et peut-être une force internationale pour imposer une solution. Et moi, je crois que ça va aller pire avant que ça aille mieux. Puis, on va vous laisser partir, là, mais juste par rapport à la Confédération, mais est-ce que c'est envisageable de devenir tout d'un coup ils sont déjà voisins, mais dans le sens de... Ils collaborent tous les jours sur le terrain. Les ouvriers palestiniens travaillent dans les colonies. Tous les bâtiments en béton des colonies, c'est des ouvriers palestiniens qui les ont construits. Avant, ils voyageaient en Israël pour travailler. Maintenant, Israël a dit non, parce qu'il y a eu 2-3 attentats, alors vous ne venez plus. Dans le sens que les civils, eux, vivent déjà ensemble. En partie. Il y a des zones où ils interagissent. Il y a des contextes où ils interagissent. Et c'est possible d'élargir ce contexte. Et les Juifs ont vécu dans les pays arabes pendant
1400 ans d'islam. Il y a eu des tensions, ils n'ont pas toujours été traités de façon égale, mais il n'y a jamais eu de massacre comme il y a eu en Europe. On leur a fait croire qu'ils allaient être mieux en Israël. Puis beaucoup de ceux qui ont quitté les pays arabes pour Israël disent on s'est foutu de notre gueule. Donc, nous, en tant que citoyens occidentaux, notre rôle qu'on peut jouer là-dedans, j'imagine, c'est juste de continuer d'en parler puis de faire pression. De faire pression sur nos gouvernements. Sur le gouvernement pour ensuite qu'eux puissent faire pression. Pour qu'ils prennent des positions où ils forcent Israël à respecter le droit international, où ils disent nous reconnaissons l'État de Palestine, nous demandons à Israël de se retirer complètement des territoires occupés. C'est le minimum. On est loin de ce minimum. Ouais. Mais il faut travailler sur ça. Puis vous dites, ça va être pire avant d'être mieux. Quand que ça va être pire, est-ce que... Parce que les gouvernements occidentaux ne sont pas prêts à faire ce qu'ils doivent faire. Ouais. Et donc, ils vont laisser Netanyahou continuer. Dans le sens, ça va déjà... La situation est tellement déjà critique. Est-ce que pire que ça, c'est trop tard, finalement? Écoutez, à chaque fois, je me disais, on est arrivé au fond du baril, à chaque fois, puis on n'allait plus loin. Alors, je ne sais pas. Merci beaucoup. C'était fascinant et nécessaire. Merci de votre temps. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.